Selon une étude de Statistique Canada publiée en août dernier, avant la pandémie, environ 13% des Canadiens misaient sur les transports collectifs pour se rendre à leur lieu de travail, un taux qui a fondu à seulement 3% en juin dernier. Cela veut dire qu'il y a 4 fois moins de travailleurs dans les autobus et les métros des villes à travers le pays depuis le début de la crise sanitaire. Malgré que les gens sont prêts à retourner à leur lieu de travail physique, 74% des anciens usagers des transports en commun ont indiqué qu'ils étaient très ou énormément préoccupés d'utiliser le transport commun pour s'y rendre. Les systèmes de transport public sont un service essentiel pour assurer la mobilité de la population, mais ils peuvent aussi être considérés comme un environnement à haut risque en raison du nombre élevé de personnes se trouvant dans un espace confiné avec une ventilation limitée, de l'absence de contrôle d'accès pour identifier les personnes potentiellement infectées, ainsi que de la variété de surfaces courantes touchées, c'est-à-dire les distributeurs de billets, les rampes, l'ouverture des portes, etc. Alors que la pandémie de coronavirus persiste, les travailleurs évitent de prendre les bus et les trains et optent pour leur voiture. Avant la pandémie de la COVID-19, la popularité du transport en commun était à la hausse depuis quelque temps chez les navetteurs de la grande région de Montréal selon un rapport de la Société régionale de transport. Ceci dit, le réseau de transport de Montréal ne fait pas exception quant à la grande baisse d'achalandage dans les derniers mois. Simon Charbonneau, porte-parole de l'Autorité régionale de transport métropolitain, a confirmé que la fréquentation des autobus a chuté de 50%. Elle a baissé de 70% dans les métros et de 90% dans les trains de banlieue. Les transports en commun bondaient inquiètent les usagers alors que les cas quotidiens de la COVID-19 augmentent. Projet Montréal, le parti politique dont le chef est Valérie Plante, a répondu en juin dernier qu'il serait très dommageable, autant pour l'environnement que pour les finances que sur le plan de l'urbanisme, que la COVID-19 fasse reculer l'usage des transports collectifs à Montréal. Or, des appels d'amitié auprès de personnes âgées ou malades et isolées réalisés par des bénévoles de Projet Montréal indiquent que celles-ci évitent des transports en commun et les autres lieux publics par crainte d'attraper la COVID-19. Les gens ont aujourd'hui littéralement peur des transports en commun. Elles se plaignent que trop de personnes ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation. Alors, comment peut-on assurer le respect des mesures gouvernementales de prévention de la COVID-19 tout en offrant une expérience confortable et rassurante aux usagers et en encourageant l'utilisation des transports publics afin de diminuer le nombre de voitures sur les routes? En Asie, le port du masque chirurgical en public, surtout pendant l'hiver et le printemps, est une pratique commune depuis l'épidémie de SRAS de 2002 et la panique de la grippe aviaire en 2006. Cette habitude longtemps enracinée au Japon a permis au pays de lever son état d'urgence très rapidement à la fin du mois de mai 2020. À ce moment, la plupart des grappes d'infection étaient connectées à des gymnases, des bars, des clubs de musique et des salles de karaoké et aucun n'avait été attribué au célèbre train de banlieue bondé du pays. Les observateurs du faible taux de transmission du Japon pour les transports en commun ont également noté que les usagers ont tendance à voyager en silence, ce qui est significatif car parler est un des principaux transmetteurs de gouttelettes d'aérosol infectés par le virus. Certaines villes asiatiques ont aussi introduit des applications mobiles, des bornes de contrôle de la température et des abribus intelligents pour rendre les transports en commun plus sûrs. Un district de Séoul, en Corée du Sud, a déployé des abribus alimentés à l'énergie solaire et équipés de stérilisateurs ultraviolets et de caméras thermiques qui vérifient les températures des passagers. En Chine, les navetteurs doivent montrer qu'ils ne présentent aucun symptôme avec une application mobile de santé avant de monter dans le métro, de prendre l'avion ou d'entrer dans certains établissements. À Sydney, en Australie, la distanciation physique est bien renforcée. Des collants verts indiquent aux passagers à quel siège ils peuvent s'installer. Il y a un grand contrôle sur le nombre de passagers dans les transports collectifs. Seulement 12 personnes maximum sont permis dans un bus et 32 dans un wagon de train. Le couvre-visage n'est cependant pas obligatoire. En Afrique du Sud, un agent à l'entrée des stations de train s'occupe de mettre du désinfectant dans les mains de chaque passager avant l'embarquement. Selon l'OMS, la COVID-19 est un virus respiratoire qui se propage principalement au contact d'une personne infectée par des gouttelettes virales expulsées par les voies respiratoires qui peuvent être inhalées ou peuvent contaminer les mains et les surfaces. On ne sait toujours pas combien de temps le virus survit sur les surfaces, mais il semble se comporter comme les autres coronavirus. Selon le gouvernement du Canada, les recherches suggèrent que le virus peut vivre sur des surfaces pendant quelques heures ou jusqu'à plusieurs jours selon la température, le type de surface et l'humidité de l'environnement. L'OMS a mis au point des recommandations mondiales pour aider à la prévention du virus. Il est entre autres recommandé de laisser une distance d'au moins 2 mètres entre les personnes pour réduire le risque d'infection lors de tout éternuement ou discussion, de porter un masque ou un couvre-visage dans les espaces intérieurs ou lors de regroupements, et de se laver les mains avant de mettre son masque ainsi qu'avant de l'enlever et après l'avoir fait. Il faut se laver les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon.
Cela permet d'éliminer les microbes, y compris les virus qui peuvent être sur les mains. Il est aussi important de s'assurer que son couvre-visage couvre à la fois son nez, sa bouche et son menton sans laisser d'ouverture. Cela est particulièrement important lorsqu'il est impossible de garder ses distances avec les autres, en particulier dans les lieux clos et mal ventilés où se trouvent de nombreuses personnes. Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Les mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent être en contact avec le virus. Une fois contaminées, les mains peuvent transporter le virus jusqu'aux yeux, le nez ou la bouche. De là, le virus peut pénétrer dans l'organisme du corps et le rendre malade. Il est recommandé de nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées comme les poignées de porte, les robinets et les écrans de téléphone. Le UITP a publié en février dernier un court document donnant des lignes directrices aux opérateurs de transport public afin de les aider à mieux respecter les mesures sanitaires entre les employés et les passagers. Cependant, ces recommandations restent très vagues. On y compte parmi celles-ci que le port de masque est discutable. L'association demande à ce que les opérateurs de transport public se fient aux recommandations locales et ou nationales quant à l'utilisation des masques ainsi que les types de masques recommandés. Elle demande aussi que les routines de nettoyage soient adaptées et qu'une attention accrue soit accordée à la désinfection des surfaces et des endroits communs fortement touchés ainsi qu'à l'élimination des déchets. Dans le cas où le nettoyage n'est pas possible entre les rotations de postes, les employés doivent être équipés de moyens nécessaires et être responsables de l'élimination des déchets et de la désinfection des surfaces avant roulement du personnel. Une autre recommandation est de prioriser l'embarquement par les portes arrière pour remplacer temporairement l'accès par la porte avant afin de protéger les conducteurs. Dans les derniers mois, la Société de transport de Montréal a instauré quelques mesures pour adapter le système de transport à la situation actuelle. Il y a maintenant la présence des machines distributrices de désinfectants à l'entrée des stations de métro juste avant les tourniquets. Le port du couvre-visage est aussi recommandé tout au long du trajet. On y voit aussi des affiches, des panneaux informatifs et on entend des messages à l'intercom lors du trajet à travers tout le réseau. Les stations de métro un peu plus fréquentées, telles que la station de McGill, ont maintenant des flèches pour diriger la circulation. La STM dit aussi avoir augmenté la fréquence de nettoyage des autobus et des wagons de métro. En observant et en faisant une étude des lieux, on peut constater plusieurs opportunités de design pour améliorer l'expérience des usagers et pour renforcer les mesures de prévention de la transmission du virus. Par exemple, l'installation non évidente des distributrices de désinfectants fait en sorte que les passagers embarquent dans le métro sans avoir lavé ou désinfecté leurs mains. L'hygiène des mains est très importante pour limiter la transmission du virus. Le désinfectant ne devrait pas être une option, mais plutôt une obligation. Le port du couvre-visage est dit obligatoire tout au long du trajet par la Société de transport de Montréal. Cependant, aucune mesure de surveillance n'est prise par la STM pour renforcer cette règle. Le couvre-visage ne sert à rien s'il n'est pas bien porté. Lors de mes observations, en 1 heure de transport, j'ai pu observer plus d'une quinzaine de personnes qui portaient leur couvre-visage de façon inappropriée, sous leur nez ou sur leur menton. Certains l'enlevaient pour parler au téléphone ou immédiatement en sortant de leur wagon de métro malgré qu'ils étaient toujours entourés de gens. D'autres, comme cet homme, ne possédaient pas de couvre-visage mais portaient bien un masque de sommeil pour se protéger. Dans les autobus, seuls les chauffeurs sont protégés par un séparateur en plexiglas. Les passagers sont demandés d'entrer par le devant et de sortir par les portes arrière à l'exception des personnes à mobilité réduite. Aucun siège n'est bloqué. La distanciation physique n'est pas du tout renforcée. Il n'y a aucun contrôle sur le nombre de personnes dans les trains de métro et dans les bus, ce qui rend la distanciation dans ces espaces clos très difficile. Les flèches pour diriger la circulation sont seulement installées à quelques stations de métro. Cependant, il n'y a aucune flèche aux stations extrêmement fréquentées comme les stations Berry-UQAM et Lionel Groulx, où il y a le croisement de plusieurs lignes de métro sur un même quai. On y voit beaucoup de personnes pressées et impatientes qui se bousculent pour entrer ou sortir du métro et qui arrivent en face à face à moins de 2 mètres avec d'autres personnes. Tous ces problèmes requièrent une attention particulière. Ainsi, ma stratégie pour la suite sera d'utiliser cette recherche et ces observations pour arriver à différentes propositions de design s'attaquant à chaque problème. Ces propositions seront par la suite catégorisées par leurs impacts. Ce projet consiste donc à créer une trousse d'outils pour les services de transport public afin d'optimiser le transport collectif à Montréal et ailleurs en temps de pandémie. Sous la forme d'une présentation vidéo accompagnée d'un petit livret de référence, cette trousse contiendra une panoplie de conseils et d'idées de solutions, de modifications et de réaménagements possibles dans le but d'assurer le respect des mesures de prévention de la COVID-19, d'offrir une expérience confortable et rassurante aux usagers et d'encourager l'utilisation des transports publics pour diminuer le nombre de voitures sur les routes. Merci!